Urgent. La Russie a perdu 2 avions militaires en une seule journée. De nouveaux détails explosifs font surface. Du matériel valant des millions n'est plus que de la ferraille tordue. La Russie fait face à un chaos interne croissant. Un blackout numérique s'étend et paralyse les villes. Les réseaux sociaux s'enflamment. TikTok est inondé d'appels à manifester, le mouvement du signe écarlate séduisant vite les jeunes du pays. L'ambiance change vite et le mécontentement devient incontrôlable. Mais en Russie, la réponse reste la même. Des arrestations massives. Déroute totale au sommet. Moscou ne peut plus soutenir sa soi-disant opération spéciale. Et maintenant, le président fait la quête auprès des milliardaires pour financer la guerre. Est-ce la fin du régime de Poutine? Parlons-en. Bonjour, ici Ukraine Today. Maria Farafonova pour les dernières nouvelles. Les Russes ont perdu 2 avions militaires en un jour. Le 31 mars, la Russie a perdu le contact avec 2 avions, un An-26 et un Su-34. Le contact avec l'An-26 a été perdu au-dessus de la Crimée. C'est ce qu'a rapporté le ministère russe de la Défense. Selon les médias russes, l'avion se serait écrasé contre une falaise. Cependant, il se peut que l'avion ait été abattu par la défense antiaérienne russe. Fighter Bomber rapporte que l'avion transportait environ 30 militaires russes. 7 membres d'équipage et 23 passagers sont morts, a admis le ministère de la Défense. Le second avion russe perdu est le chasseur-bombardier Su-34. Les circonstances de sa destruction n'ont pas été commentées officiellement. Il a probablement été perdu lors d'une mission avec des bombes guidées. L'équipage a également péri. L'avion de transport An-26 qui s'est écrasé en Crimée venait sûrement de l'aérodrome de Belbek. C'est ce qu'a déclaré l'expert militaire et ex-porte-parole de l'armée ukrainienne, Vladislav Seleznyov. Cela s'est passé près de la vallée de Belbek. Les habitants de Crimée savent bien que c'est une banlieue de Sébastopol. Nous en saurons plus un peu plus tard. Mais c'est un point très important. Car quand l'ennemi utilise son aviation, il doit comprendre que ses ressources s'épuisent et souvent, ça tombe. La Russie sombre dans un blackout numérique et la colère populaire explose. La Russie semble glisser vers un nouvel âge sombre technologique où les communications sont remplacées par des systèmes défaillants et un isolement numérique. Alors que les médias d'État prônent la stabilité, les citoyens vivent une réalité bien différente. Internet n'est plus qu'une icône vide sur leurs écrans. Pour beaucoup, c'est devenu plus qu'un simple désagrément. C'est comme être privé de ses droits fondamentaux modernes. Les gens paient pour des services inutilisables et les tâches simples comme commander à manger ou payer deviennent des missions impossibles. Cette société autrefois connectée sombre de plus en plus dans la confusion et la frustration. Mais la patience s'épuise. Une vague de colère menée par les jeunes commence à émerger en Russie. Rien que sur TikTok, des milliers de vidéos sont apparues appelant à protester contre les restrictions d'Internet sous la bannière du mouvement du signe écarlate. Des rapports suggèrent des manifestations prévues dans des dizaines de villes et régions exigeant le rétablissement des libertés numériques fondamentales. Les autorités, cependant, ont réagi de manière familière, non par le dialogue, mais par des détentions préventives. À Moscou, les étudiants Maxim Kayfets et Nikita Ulanov ont été arrêtés pendant 15 jours pour avoir participé à une manifestation non autorisée contre le blocage d'Internet sur la place Bolotnaïa. Les étudiants moscovites Maxim Kayfets et Nikita Ulanov, arrêtés pendant 15 jours pour désobéissance à la police, se sont avérés être membres du mouvement du signe écarlate. C'est ce qu'a rapporté Verstka, citant d'autres membres du mouvement. Kayfets figurait parmi les organisateurs dans la vie de rassemblement sur l'avenue Sakharov. Il a 18 ans. Ulanov est bénévole pour le signe écarlate. L'ampleur du mécontentement se propage rapidement, de Vladivostok en Extrême-Orient à Rostov-sur-le-Don au sud. À travers le pays, les autorités s'efforceraient d'empêcher les rassemblements, proposant des justifications de plus en plus minces pour les restrictions. Pourquoi les manifestations contre les confinements ne peuvent-elles pas avoir lieu dans les villes russes? Les théories des autorités. Moscou et la région de Moscou. Les événements de masse sont interdits en raison de la Covid-19. Barnaoul et Petropavlovsk-Kamtchatski. Le but du rassemblement viole le principe de légalité car Roskomnadzor bloque Internet dans le cadre de son autorité légale. Kazan. La formulation de l'objectif permet une interprétation arbitraire et ambiguë. Volgograd.
Il y a une menace d'attaque de drones. Voronezh. Il y a une menace d'attaque terroriste. Tomsk. Les 15 sites proposés pour la promotion sont occupés. Vladivostok. L'événement ne peut avoir lieu que sur un seul site, mais il nécessite des réparations. La soi-disant cage numérique de la Russie commence à se fissurer. Et pour les autorités, l'agitation croissante pourrait signaler le début d'un défi bien plus profond et imprévisible. Poutine soutire de l'argent aux hommes d'affaires pour la guerre. C'est ce qu'a rapporté De Bell. La rencontre entre Vladimir Poutine et les chefs d'entreprise a eu lieu après le congrès de l'Union russe des industriels et des entrepreneurs. Selon des sources, Poutine a discuté de la poursuite de la guerre et de son financement avec des oligarques. Il a dit « Nous continuerons à nous battre et nous irons jusqu'aux frontières du Donbass », après quoi il a proposé que les hommes d'affaires fassent des contributions volontaires au budget. Une source a déclaré que l'idée de solliciter les entreprises en période difficile venait d'Igor Sechin, qui l'a exposé dans une lettre à Poutine. Certains hommes d'affaires ont répondu immédiatement. La situation est-elle donc vraiment si grave? S'agit-il des derniers mouvements avant l'effondrement? Les attaques de drones sur des terminaux clés à Primorsk et Oust-Luga ont entraîné une chute brutale des exportations d'énergie russes, rapporte Bloomberg. Les revenus d'exportation ont chuté de plus d'1 milliard de dollars en une semaine. Les expéditions quotidiennes de pétrole sont tombées à 2,32 millions de barils par jour, le plus bas niveau depuis début 2025. Comment les frappes ukrainiennes en profondeur épuisent l'économie du Kremlin? Voyez ce reportage. Des drones ont frappé le port pétrolier russe d'Oust-Luga pour la 5e fois en 10 jours, rapporte Reuters. Le matin du 31 mars, le gouverneur de la région de Leningrad, Alexandre Drozdenko, a signalé des dégâts au port. Oust-Luga est considéré comme la porte d'entrée de la Russie sur la Baltique. C'est le plus grand port russe par lequel transitent d'énormes volumes de pétrole brut et de produits pétroliers, via la flotte fantôme. Les attaques sur Oust-Luga entraînent des pertes directes de devises étrangères pour la Russie. Ces drones mystérieux et soi-disant amicaux qui ont pénétré dans la région de Leningrad avec une rapidité surprenante ont mis un terme soudain et définitif à tous les espoirs persistants de générer des profits rapides et faciles. Cela inclut les attentes qui étaient étroitement liées à la réduction potentielle annoncée précédemment ou à la suppression totale de certaines restrictions commerciales et sanctions mises en œuvre par Donald Trump. Ces mêmes restrictions qu'il aurait imposées sur l'exportation et la fourniture de diverses matières premières russes destinées au marché indien. Alors maintenant, si l'on regarde les tendances actuelles du marché, l'augmentation prévue des revenus pétroliers et gaziers s'avérera en fait bien plus faible que ce que prévoyaient la plupart des experts. Suite aux frappes ukrainiennes sur les infrastructures logistiques du pays agresseur, le Kremlin a déjà perdu jusqu'à 45% de ses exportations de pétrole et près de 40% de sa production mensuelle de missiles, selon les calculs du Centre de lutte contre la désinformation du Conseil de sécurité nationale d'Ukraine. La Russie mène une guerre idéologique contre l'Ukraine. Le régime de Poutine poursuit des objectifs idéologiques exclusivement impériaux. Par conséquent, les scénarios simples que certains appellent concessions mutuelles, censés apporter la paix instantanément, font partie du brouillard de la guerre et des mensonges. L'objectif clair de la Russie aujourd'hui est de poursuivre son agression et cet objectif ne changera que lorsqu'elle commencera à manquer de ressources. Andriy Kovalenko, chef du Centre de lutte contre la désinformation au Conseil de sécurité nationale et de défense d'Ukraine, sur Telegram. Les sanctions à longue portée imposées par les forces de défense ukrainiennes frappent directement les principales sources de revenus du Kremlin. Un déficit budgétaire record, une inflation galopante et des problèmes systémiques dans presque tous les secteurs de l'économie sont une réalité qu'on ne peut plus ignorer. Moscou a vu dans l'escalade au Moyen-Orient une opportunité. Le président de l'Ukraine est confiant. Les dirigeants des pays de la région, contrairement aux dictateurs russes, ne sont pas intéressés par une confrontation prolongée. À ce jour, je suis convaincu que la Russie a intérêt à une guerre prolongée. Elle en tire profit. Les États-Unis se concentrent sur le Moyen-Orient, ce qui réduit le soutien militaire à l'Ukraine. De plus, les sanctions ont été assouplies, en partie mais tout de même, et l'économie russe repart. Je ne vois que des avantages pour Moscou car elle se moque des vies humaines, surtout non russes. Volodymyr Zelensky, président de l'Ukraine, lors d'un entretien avec Axios. La capacité de l'Ukraine à infliger des dégâts croissants à la Russie inquiète même les ultranationalistes russes.
C'est ce que notent les analystes de l'Institut pour l'étude de la guerre. Les échecs de la défense aérienne, soit l'incapacité de Moscou à protéger ses actifs, s'ajoutent au revers au front. Un célèbre blogueur militaire russe s'est plaint que ses troupes ne pourraient pas inverser la situation sur le champ de bataille prochainement et que les contre-attaques ukrainiennes réussies ont compromis les capacités offensives russes pour 2026 selon le rapport de l'Institut pour l'étude de la guerre. L'Europe doit accroître la pression sur l'agresseur, a déclaré la chef de la diplomatie de l'Union européenne, Kaja Kallas. À maintes reprises, l'Ukraine montre son désir de paix, alors que la Russie intensifie ses attaques. Et nous comprenons que la pression doit être mise sur l'agresseur, pas sur la victime. Il n'y aura pas de paix durable sans que la Russie ne soit soumise à une forte pression. Pour finir cette guerre, il faut affronter Moscou, pas l'encourager, ni lever les restrictions, mais les durcir. Le 20e paquet de sanctions est prêt et nous allons resserrer l'étau, surtout sur la flotte fantôme russe. Mais Bruxelles et Washington seraient plus forts s'ils agissaient de concert contre la Russie, a noté Kaja Kallas. Karina Loloyan pour la chaîne de télévision Freedom. L'agresseur tente toujours de percer vers Pokrovsk, Mirnorad et Rishin, mais le 7e corps de réaction rapide riposte. Cette semaine, environ 50 occupants ont été éliminés, des dizaines d'engins détruits et 800 drones abattus. Aujourd'hui, la menace principale au front sont les drones qui tractent l'infanterie et le matériel. Pour survivre, les soldats doivent s'abriter, mais aussi savoir comment les contrer efficacement. L'entraînement des parachutistes et l'équipement reçu par nos défenseurs, tout cela dans le reportage à suivre. Actuellement, les drones sont devenus un moyen de frappe clé, tant de notre côté que de celui de l'ennemi. Désormais, il y a très peu de combats directs où l'infanterie affronte l'infanterie. L'arme la plus terrifiante que nous ayons conçue, ce sont les drones FPV. Ils volent sur de longues distances et peuvent s'introduire par de toutes petites fenêtres. C'est-à-dire qu'il est très difficile de s'en cacher. C'est pourquoi il faut apprendre à contrer les drones, car c'est la menace principale sur le champ de bataille. Les combattants opèrent dans diverses conditions, en terrain découvert, en forêt ou en ville. C'est pourquoi tous les scénarios possibles pour contrer les drones sont mis en pratique. Nous planifions des tactiques d'action directement pour une zone spécifique, par exemple dans une tranchée ou en milieu urbain. Eh bien, il y a certaines spécificités. Par exemple, dans une tranchée, il doit, pour ainsi dire, rester vigilant et faire face aux drones FPV. En milieu urbain, par exemple, avec un mur porteur, il peut tout entendre de manière acoustique. Il en va de même pour les dégâts subis, c'est-à-dire, pour ainsi dire, les calibres 12 désormais largement utilisés pour engager l'ennemi. Il y a aussi du développement en termes de munitions pour armes légères, 55, 56, 72 et des cartouches anti-drones. C'est aussi un aspect qui est expliqué et démontré aux soldats concernant l'utilisation et l'application de ces types de munitions et d'armes. Une pratique constante vous permet d'agir rapidement et sans erreur lors des moments les plus intenses d'une attaque. Nous devons être préparés et nos compétences doivent être affinées avec précision pour répondre efficacement dans n'importe quelle situation. Plus vous pratiquez, plus tout devient une seconde nature pour vous. Quand vous réussissez à abattre un drone, vous commencez à moins le craindre parce que vous prenez confiance en vous. Si vous avez réussi une fois, vous réussirez encore la prochaine fois. Les parachutistes sont formés progressivement, en commençant par des simulateurs et en passant au travail dans des conditions aussi proches que possible du combat réel. Notre premier exercice est interactif. Ce sont des simulateurs interactifs. La tapette à mouches est une immersion VR dans des lunettes VR, la réalité virtuelle. Les gars tirent aussi juste comme dans un vrai combat. Ils ont des armes, ils sont attaqués par des drones FPV et ils les touchent. En utilisant le laser tag, nous pouvons choisir n'importe quelle zone de terrain. Comme vous l'avez vu en tirant depuis le plateau d'un pick-up, le pick-up circule simplement dans le champ. Nous ne craignons donc aucun tir non autorisé en direction d'une zone habitée, par exemple. Nous avons eu 5 tentatives lors du premier exercice. Sur 5 tentatives, je les ai toutes réussies. J'ai eu 0 coup au but en tant que pilote, mais sur le pick-up 4-1. 4-1. En faveur de qui? En ma faveur. Au combat, on n'a pas le temps de réfléchir. C'est pourquoi chaque action est pratiquée jusqu'à ce qu'elle devienne automatique. Nous entraînons la mémoire musculaire pour qu'ensuite il ne se fige pas dans des situations stressantes sur le champ de bataille. L'entraînement au combat affecte directement le moral et l'état psychologique d'un soldat. S'il voit un drone FPV et qu'il a confiance en ses actions, sachant qu'il peut le contrer, il le contrera.
Les parachutistes de la 25e brigade aéroportée distincte, avec d'autres unités du 7e corps de réaction rapide des forces d'assaut aérien, continuent de contenir l'ennemi dans la direction de Pokrovsk, déjouant les plans des occupants. Et ce sont précisément ces compétences de survie et ces tactiques anti-drones qui sauvent chaque jour la vie des soldats ukrainiens. Anna Ruda, Alexandre Dovan, en reportage exclusif pour Facti, ICTV, Nouvelles-Unies. Que pensez-vous des derniers événements? Partagez votre avis dans les commentaires, aimez la vidéo et abonnez-vous pour rester informé des principaux titres. À bientôt!